L'Aliyah, ce n'est pas une immigration comme les autres, même si c'en est une. Ce n'est pas venir avec de l'argent. Ce n'est pas avoir son appartement. Ce n'est pas seulement même parler la langue. Ce n'est pas avoir les moyens de mettre ses enfants où on veut faire ses études. C'est vraiment un état d'esprit. Moi, je le comparerais à celui qu'on doit avoir quand on se marie. Quand on se marie, on ne cherche pas à changer son conjoint. Sinon, c'est une erreur. C'est l'avocat du droit de la famille qui parle. C'est une erreur fondamentale. Eh bien, avec l'État d'Israël, avec la terre d'Israël, c'est exactement ça. Ce qui serait impossible ailleurs devient possible ici. Sandra Toledano, bonjour. Bonjour Cathy. Merci de nous accueillir chez toi, dans ton jardin du Yishuv Revava, dans le Shomron. Tu as changé de vie il y a 5 ans pour faire ton Aliyah. Tu vivais une vie complètement différente. Qu'est-ce qui t'a pris? Nous avons fait notre Aliyah en 4 mois exactement, après avoir été enfermés à la maison par la crise sanitaire du corona. Tu faisais quoi dans la vie? J'étais avocat. J'exerçais en individuel, j'avais mon petit cabinet tranquille dans le centre de Paris, à côté de l'Opéra, et tout allait bien, jusqu'à cette crise du corona où du jour au lendemain, mon téléphone a cessé de sonner. Je faisais du droit du travail, du droit de la famille, et ce contexte particulier est venu s'ajouter à une situation qui était la nôtre, où pour des raisons qui ont aucun intérêt dans cette interview, on a à peu près tout perdu. Financièrement? Financièrement, tout à fait. Tout perdu, plus rien? Plus rien. On avait un appartement que nous n'habitions pas, on l'a vendu. On avait une voiture, on l'a vendue. Et on a déménagé très rapidement. On est parti du centre de Paris, on habitait à Mudoménil. On est venu habiter à Villejuif. On a rencontré une communauté extraordinaire. Et comme je me plais parfois à le dire, on est arrivé dans la ville des Juifs pour venir, dans le pays des Juifs, pour venir en Israël. Mais c'était pas prévu? Pas du tout. J'étais assez inquiète pour mon activité à moi. Du coup, je me suis dit que finalement, c'était les conditions idéales pour repartir et partir tout court en Israël, être en Israël pour affronter ce que tout le monde avec un grand M était en train de connaître. C'était la peur finalement de plus pouvoir un jour arriver en Israël parce que on ne savait pas dans quelle situation le monde allait évoluer? Absolument. C'est comme ça que ça m'est apparu. Que probablement, ça serait très compliqué, beaucoup plus compliqué, de venir en Israël, car nous, à l'époque, nous ignorions combien de temps allait durer cette crise. Est-ce que ça allait être une pandémie, une simple épidémie? Mais pourquoi Israël? Surtout alors quand on n'a pas de moyens, quand on entend toujours que la vie est très chère, que c'est compliqué, qu'on a un travail difficilement exportable, parce que tu étais avocat, donc il faut repasser toutes ces équivalences, etc. Pourquoi Israël? Tu avais de la famille, tu avais d'autres raisons, ou c'était par sionisme? Un peu de tout ça et rien de tout ça, on va dire, parce que effectivement, j'avais mes parents qui habitent en Israël depuis 1996. Ils sont décédés au moment où on fait notre Aliyah, mais mon père est décédé que l'année précédente. Je n'ai qu'un frère, il est en Israël depuis plus de 30 ans. Et on nous a toujours dit, justement, tu es avocat. À l'époque, il y avait encore moins d'équivalence, moins d'aide qu'actuellement. Tu n'as pas d'appartement là-bas, tu ne parles pas l'hébreu. Il vaut mieux attendre la retraite, comme font les Français qui vont ensuite à Natania notamment, et dans toutes les villes où il y a beaucoup de francophones. Et on s'était résignés quelque part. On avait cette idée, parce qu'on a 2 garçons qui sont majeurs. On en avait un qui voulait vraiment venir en Israël. Le second, c'était pas forcément sa destination. Et là, on était face à une discussion de famille. Est-ce qu'on tente notre chance maintenant? Ou peut-être jamais plus, parce que la vie allait reprendre. Et on le voit aujourd'hui. Beaucoup de gens voulaient faire leur Aliyah, etc. Et repris dans le feu de l'action, bien c'est terminé, c'est parti dans les oubliettes. Ou peut-être parce que on serait empêché par d'autres raisons. Et aujourd'hui, le contexte politique est quand même très, très parlant. Alors, entre
le désir et l'envie de venir s'installer en Israël et le choix de l'endroit où on vit, c'est une question que beaucoup de Français se posent, de Juifs français se posent. Comment tu es arrivé à Revava? On sait où on ne veut pas aller, on ne sait pas où on veut aller. Nous, on a eu cette chance inouïe que dans ce projet qui a mis 3 ou 4 mois, on a pu se rattacher à ce que certains connaissent, l'Aliyah de groupe de Shalom Var. Et là, il ouvrait un nouveau groupe pour les gens qui avaient la même idée que nous, c'est de faire leur Aliyah rapidement pendant cette période-là. Il y avait Jérusalem, il y avait Nahariya. Jérusalem, évidemment, j'étais très tentée, parce que mon frère habite Jérusalem depuis 30 ans, et que ça paraissait une évidence d'aller à Jérusalem. Nahariya, un peu loin quand même, et Revava, mais vraiment, je ne savais même pas ni où c'était, ni ce que c'était. Et quand j'ai approfondi le sujet, parce que on m'y a un peu poussé, j'ai pris le dossier en main, si je puis dire, et je me suis dit, mais évidemment que pour faire son Aliyah et s'intégrer dans la société israélienne, il faut la faire dans un yishuv. Je ne connaissais personne, je ne suis pas venue voir, puisqu'il n'y avait pas de voyage d'études. J'ai juste parlé avec des gens par Zoom et j'ai insisté pour qu'on accepte notre candidature sur Revava, ce qui n'était pas évident, puisque c'est souvent fait pour des familles avec des jeunes enfants. Est-ce que c'est le fait d'avoir eu des pertes financières qui fait que tu as le courage de venir t'installer dans des endroits où tu savais que c'était un peu moins cher qu'ailleurs? Est-ce que ça aussi, ça a pesé dans la balance? Ou c'est un truc où tu t'es dit, pour venir en Israël, il faut que je change tout? Je suis très optimiste de nature. J'ai peur de très peu de choses. Donc, quand je suis lancée, je vois devant et je m'adapte par rapport à ce qui se présente. Donc là, on avait un contexte financier, ça c'est certain. On ne pouvait pas imaginer qu'on allait louer 150 mètres carrés à Jérusalem. Justement, on nous a imposé de faire un budget, de se rendre compte de ce qu'on allait avoir pour pouvoir résider. Et tout convergeait, évidemment, vers Revava, mais ce n'était pas seulement ça. J'ai toujours refusé d'envisager de faire l'Aliyah quand mon père, Zichrono Livracha, il me disait, je crois qu'il a dû me le dire autant de fois qu'il m'a eu au téléphone entre 1996 et 2020, c'est dire mais pourquoi vous venez pas, pourquoi vous venez pas? Personnellement, je ne me voyais pas faire une Aliyah de Français à Natania ou à Ashdod ou dans un contexte comme celui-là. C'était vraiment, ça m'arrêtait complètement dans mon projet. Mes parents étaient vivants, ma mère a eu un AVC, donc elle a été malade un certain nombre d'années, donc je n'aurais pas pu aller ailleurs que la ville dans laquelle mes parents habitaient. C'était Natania. Et je ne me voyais pas du tout faire cette Aliyah là-bas. Donc le choix de Revava, c'est vraiment une évidence pour faire une Aliyah et devenir, entre guillemets, israélien, entre guillemets, connaître la société israélienne. Et je ne suis pas, je veux enlever de l'idée de certains, je ne suis pas sioniste. Je n'étais pas sioniste, je ne suis pas venue dans le Shomron avec l'idée qu'on peut se faire des Français qui viennent dans le Shomron ou des gens qui habitent le Shomron. Pas du tout. On peut être comme moi, un avocat parisien et probablement venir dans le Shomron, habiter Revava, si on se met dans cet état d'esprit-là. Tu te couvrais la tête en France? Alors, en France, je me couvrais la tête, évidemment, pour aller à la synagogue, pour les fêtes. Je me couvrais la tête en Israël. Mais me couvrir la tête en continu et tout le temps, c'est mon remerciement à moi, à Hachem, de nous avoir fait venir en Israël. Donc j'ai pris cette décision à l'aéroport, le jour de notre Aliyah, et voilà, jusqu'à maintenant, ça fait 5 ans. Comment était l'arrivée à Revava? Comment ça s'est passé? Comment tu as été accueillie? On a eu un habitant de Revava qui est venu nous chercher les valises. Il habite là, c'est un bras droit du ministre de l'Éducation, je crois. Il est arrivé, on a fait le bidou à Jérusalem, il est arrivé, on nous a dit la voiture est en bas, il y a une grande voiture, il a pris les 12 valises qu'on avait, on a baragouiné avec lui pour comprendre où on allait récupérer les choses, et ensuite c'est un de mes neveux qui nous a amenés à Revava. On dit que les gens du Yeshu sont
très chaleureux, très accueillant, que c'est vraiment quelque chose de tout à fait spécial. Je pense qu'il n'y a pas le mot, même dans le dictionnaire français, il n'existe pas pour ces gens-là. C'est des gens, mais extraordinaires. On est arrivé la semaine avant Rosh Hashanah. On a reçu tous les jours 2 repas par jour. On a reçu, je sais pas, 40 plats peut-être le jour de Rosh Hashanah. On était 3. Hein. Oui, mon fils est arrivé, le deuxième est arrivé pour Rosh Hashanah. On était 4. On pouvait recevoir personne. Tout le monde était. Et ici, on a appliqué les règles sanitaires vraiment très sérieusement. Donc, on a tapé à ma porte, on me donnait, je remerciais, je rangeais, je donnais, et je me suis rendu compte à la fin de la journée que j'aurais pu recevoir peut-être 60 personnes à peu près. C'est qu'une idée. Autre exemple, on nous a demandé si on voulait bien être invité Shabbat. Et j'ai dit à mes enfants et à mon mari notamment, écoutez, vous acceptez, on prend le vendredi soir. On va. Et comme ça, on connaît les gens. Moi, je ne parlais pas hébreu, donc j'applique mon ulpan. Vous, qui parlez pour l'un parfaitement l'anglais, l'autre parfaitement l'hébreu, vous serez notre soutien en cas de blanc, si je puis dire. Et on y va. Et on a tous fait ce pari-là. Et on est allé pendant 8 mois, tous les vendredis soirs. Vous étiez invité? On était invités. Et on s'est fait des amis. On n'a parlé que hébreu. Ils ne parlaient pas le français. Enfin, personne ne parle le français sauf des francophones. On a passé des moments extraordinaires. On s'est fait des amis. D'ailleurs, nos amis sont plus des Israéliens que des Franco-Israéliens. Et on a découvert des gens, des histoires, des pays aussi, parce que à Revava, il n'y a pas que des Israéliens de souche, il y a plein de nationalités. Et des gens exceptionnels. Mais exceptionnels. On n'imagine pas que dans des villages comme ça, quand on vit à l'étranger, que dans ce genre de village, il y a des gens qui ont des carrières professionnelles, qui ont des personnalités impressionnantes. Il faut savoir que Revava, d'abord, c'est un yishuv qui est très bien situé, vous avez pu le constater en arrivant, on est très près de l'autoroute A5 qui va vers Tel Aviv, qui dessert tout le pays. Et on a ici que des catégories socio-professionnelles de très bon niveau. Il y a des dentistes, il y a des médecins, il y a des garagistes, il y a absolument tous les corps de métier. C'est un monde que vous ne connaissiez pas. Mais pas du tout, mais pas du tout. On savait évidemment qu'on était en Judée-Samarie. C'est évident. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai pas peur par nature. La première fois où on a eu vraiment peur et où on a aussi fermé les fenêtres de nos voitures, bien que ce soit des consignes obligatoires dans le Shomron, c'est préférable. Et après le 7 octobre. Avant, on n'avait même pas cette conscience. Pourtant, on avait une voiture plaque blanche devant, une voiture plaque blanche derrière, c'est-à-dire une voiture palestinienne devant, une voiture palestinienne derrière. C'est une réalité. Mais pour autant, il faut regarder les choses autrement. Le Shomron n'est pas plus dangereux que Jérusalem, n'est pas plus dangereux que Neuilly, hein, puisqu'on peut se faire attaquer à une terrasse de café. Après, je donne toujours cette phrase que mon père nous disait, Zirono Levrara. Elle est un peu dure, mais elle est vraie. Il nous disait toujours, va où tu veux, meurs où tu dois. Si on nous a amenés à Revava, eh bien, c'est là qu'on devait être. Et c'est là que j'ai pensé qu'on devait être pour ma famille. Alors vous vous êtes intégrés, vous avez trouvé, toi et ton mari, un travail. Tout à fait. Tes enfants ont commencé leurs études à l'université. Absolument. On a fini les 6 mois d'Ulpan par Zoom avec des immigrants russes. Donc pourquoi je dis ça? Parce que déjà que c'était pas simple, mais entendre parler l'hébreu, par des hébraïsants russes, c'était franchement, certains jours, je finissais le Zoom et je pleurais. C'est ça qui est fascinant, parce que tu parles de tes difficultés. Parfois, on a du mal à comprendre la joie d'être ici, le bonheur, la plénitude qu'on peut ressentir, et en même temps que la vie est dure, parce que les gens disent la vie est dure ici. Il y a des difficultés. Les difficultés, je pense que tout le monde les cerne. D'accord? C'est justement l'intégration, la langue, le travail, l'éducation des enfants. Tout ça, c'est des difficultés réelles. C'est une réalité de tous les jours. Moi, ce que je fais de cette réalité, c'est de dire que c'est pas une fatalité.
Et c'est ça qu'on a ici dans les shows. C'est que c'est des gens qui vous regardent, moi je dis comme ça, avec des étoiles dans les yeux. On entendait parler souvent les Français qui faisaient l'Aliyah, ah oui, les Israéliens n'aiment pas les Français, parce que ceci, parce que cela. Donc on se disait, comment on va être accueillis? Mais dans le Shomron, je pense d'une façon générale, mais à Revava, puisque c'est ce que je connais, on était, on serait arrivé à Pessar, on sortait d'Égypte, quoi. Enfin, j'ai beaucoup d'amis ici, mais des amis vraiment de cœur, des personnes avec lesquelles j'ai, comme on appelle, un lien très fort. Et le sentiment que j'ai eu, c'est comme si, ici, ma neshama, elle se complétait. Elle recevait toutes les parts qu'elle avait perdues. Les gens, mais comme une complétude, tu vois, une osmose. Tu sais, quand tu parles pas la langue, et que tu arrives quand même à te faire comprendre, et combien ces personnes, elles ont fait d'efforts pour me comprendre, pour m'apprendre des mots. Ça m'a énormément touchée, tu vois. Personne n'allait faire ses courses sans me demander tant que j'avais pas la voiture, par exemple. Toutes ces choses-là. Mais pas que. C'est vraiment, tu vois, tu te regardes et puis je vais comprendre ce que tu es en train de me dire. Tu vas me dire, c'est beau ce que tu dis, ou je suis émue, ou quoi. Je peux le lire dans tes yeux. Eh bien, je lisais ce qu'elle disait en hébreu dans leurs yeux parce qu'elle le disait pas en français, tu vois. Et ça m'a enrichi énormément. L'Aliyah, ce n'est pas une immigration comme les autres, même si c'en est une. Ce n'est pas venir avec de l'argent. Ce n'est pas avoir son appartement. Ce n'est pas seulement même parler la langue. Ce n'est pas avoir les moyens de mettre ses enfants où on veut faire ses études. C'est vraiment un état d'esprit. Moi, je le comparerais à celui qu'on doit avoir quand on se marie. Quand on se marie, on ne cherche pas à changer son conjoint. Sinon, c'est une erreur. C'est l'avocat du droit de la famille qui parle. C'est une erreur fondamentale. On accepte, on est déjà disposé à faire des concessions, à faire des compromis avec l'État d'Israël, avec la terre d'Israël. C'est exactement ça. C'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. On se rend compte qu'en Israël, ce qui serait impossible ailleurs devient possible ici. Parce que si moi je fais comme on dit ici, Bekitsour, de 5 ans de bilan, je constate que on a des amis importants. On a retrouvé le peu de famille qui nous restait. Pour moi, mon frère et j'ai des cousines qui sont à Haïfa et à Rehovot. On a un travail et j'ai pas honte de le dire. Quelque part, probablement que certains mois, je gagne plus ici que je n'ai pu gagner avec toutes les charges que je pouvais avoir en tant qu'avocat individuel sur certaines périodes. C'est aussi une réalité, ça me fait souvent sourire parce que c'est un travail alimentaire. Ça commence à 13h, ça se termine à 19h et c'est tout. Et c'est parfait. Et mon mari a retrouvé un travail semblable au sien puisque lui c'est un commercial, donc il vend de la prestation, certes avec la France. Il travaille à Herzliya. Et bien d'ici, alors il faut avoir une voiture, c'est sûr on a une voiture. Il va à la gare de Rosh Haïn avec la voiture et de Rosh Haïn il va à Herzliya en train. Évidemment, on est obligé de parler des conditions de logement parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important quand on fait son Aliyah. Tu vis dans une caravilla. C'était, j'imagine, pas ton objectif à la base. Et est-ce que toi, qui es arrivé sans moyens, tu as trouvé une solution ? Que le système locatif n'est pas du tout élaboré et n'est pas du tout parfait, loin s'en faut. Donc on a cet ADN d'acheter pour être en sécurité, pour être sûr d'avoir un toit sur la tête. Effectivement, le corona, la guerre, le 7 octobre, les projets se sont arrêtés, n'ont pas commencé, et on s'est retrouvé avec une inflation sur les prix de l'immobilier, mais énormissime, y compris ici à Revava, y compris dans le Shomron. Et là, on était, mais dans le début de la réflexion, de se dire, mais comment va-t-on faire? On avait écouté ces Israéliens qu'on a rencontrés de s'inscrire sur ce qu'on appelle la loterie des appartements, la Igrala, le Merir Lamishtaken. Enfin, c'est quelque chose qui est proposé par l'État d'Israël. Il y a des petites conditions, mais on s'inscrit, ça coûte peut-être 200 shekels, et on participe à une loterie sur des projets immobiliers neufs qui vont sortir en 3 ou 4 ans.
d'accord? Et on obtient des conditions qui sont quand même intéressantes, c'est-à-dire des prix en deçà du marché israélien. Je pense qu'on peut aller aujourd'hui jusqu'à 30 à 40%. Dans ce cadre-là, l'apport est de 10%, ce qui change quand même beaucoup la donne. Chaque année, il faut renouveler l'éligibilité, d'accord? Donc on l'a fait chaque année. Et puis la dernière fois, c'était il y a pas très longtemps, j'avais reçu bon, désolé, vous n'avez pas gagné, retentez votre chance. Bon, loto classique, enfin loterie classique. Et juste avant Purim, je reçois un mail me disant Mazal Tov. Je ne comprends évidemment rien. Je me rends compte que c'est la loterie et je comprends que quelqu'un s'est désisté et qu'on nous a attribué le lot, le numéro de cette personne pour pouvoir participer à une loterie. Et du coup, en résumé, si je puis dire, alors que c'était complètement improbable qu'on acquiert quoi que ce soit, et que si on avait pu, peut-être qu'on aurait eu, allez, 45 mètres ou 50 mètres carrés tout au plus, on a pu acquérir un bien à Carmiel, dans le Nord. C'était un rêve éveillé totalement quand on a vu l'endroit. Et on a pu acquérir un appartement de plus de 150 mètres carrés, avec une terrasse de 30 mètres carrés. Un miracle, comme on en connaît en Israël. Le travail, la santé, etc. Et maintenant, un appartement qu'on n'avait même pas en France. Le risque était qu'on n'y arrive pas. Donc il fallait contenir sa joie et gérer ses émotions. Parce que si la banque ne suivait pas, si l'apport ne pouvait pas être versé, et c'était des délais très très courts, au revoir, c'était comme déchirer son ticket de loto. Et là, on a reçu par des aides de Gmar, des Gmarim, c'est un système de prêt à taux zéro, avec un remboursement mensuel assez allégé. Évidemment, si on en fait 10, ça devient un remboursement très lourd. Mais néanmoins, il n'y a déjà pas des taux bancaires, ce qui est quand même pas rien. Et on a pu, comme ça, ne pas se surendetter par rapport aux prêts immobiliers. Miraculeusement, la banque aussi était au maximum de ce qu'elle pouvait nous donner. Donc on est, et ouais, elle l'a fait. On est un tout petit peu plus que 10% de notre poche, mais c'est vraiment très peu de plus, magnifique. Alors on emménagera en juillet 2026. Incroyable. Mais c'est pas, je peux même pas, j'ai pas les mots. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil à ceux qui nous regardent et voilà, qui ont une vie? Je les imagine dans leur cabinet, dans le 17e, à regarder cette émission et à se dire, mais comment est-ce possible? Avec la volonté, tout est à peu près possible. Premièrement. Deuxièmement, en changeant sa vision des choses et en regardant différemment, plus exactement, ce qui se présente à nous, c'est un atout fondamental. Évidemment, je parle pour moi, certains vont vous dire oui, mais elle est religieuse, elle est pratiquante, elle a les émounas, etc. Moi, je balaye tout ça. Elle est sioniste, je rajoute, mais je balaye tout ça. Les Français ont beaucoup porté à Israël. Beaucoup de nos valeurs, beaucoup de notre savoir-vivre, de notre savoir-être ont un impact aujourd'hui sur les commerces en Israël, sur les voyages en Israël, sur les restaurants en Israël, surtout. N'ayez pas peur, et voilà, surtout, venez pour découvrir qui vous êtes. Tu as découvert qui tu étais aujourd'hui? Mais bien évidemment, en 5 ans, je pense avoir plus vécu qu'en 50 ans. Chacun a son heure. La mienne, elle était à 58 ans, rien n'est impossible. Si vous êtes des médecins, switchez dans votre tête pour être un médecin en Israël. Venez apporter cette approche de la médecine aux Israéliens, parce que nous, ça nous manque quand même. Venez apporter qui vous êtes à Israël. Qu'est-ce que tu préfères ici? Qu'est-ce qui t'attache dans cette société, que tu découvres en fait? C'est d'avoir face à moi un juif, quoi qu'il en soit. L'identité, ce qui me rattache le plus et qui me parle le plus, c'est de se dire que même un juif qui n'est pas pratiquant, il n'y a pas de, voilà, comme je disais, il n'y a pas d'être pratiquant, il n'y a pas tout ça. Il y a d'avoir cette identité d'être juif. On est rattaché au peuple juif, on est rattaché à notre histoire, on est rattaché, pour certains et pour d'autres non, à nos prophéties,
à ce qu'on attend ici d'Israël. Eh bien, c'est ça que j'ai trouvé, c'est une sorte, comme on dit, de plénitude, comme un cercle qui se ferme, où ici, on est chez nous, quoi qu'il en soit, malgré tout. On est chez nous, et même ici dans le Shomron où je sors et j'ai un village palestinien, pour moi, je suis en Israël. Ici où on marche, on est cité sur la tribu d'Éphraïm. Je trouve que c'est grandiose de vivre ça. Et je remercie vraiment, moi je remercie Akadosh Baruch Hu, mais on peut remercier qui on veut, de pouvoir participer à cette aventure de notre vivant, de pouvoir vivre ce qu'on vit, ce qui est horrible, tout le contexte actuellement dans le monde, cette recrudescence d'antisémitisme, etc., fait prendre une conscience plus accrue de ce qu'on n'a pas connu. On n'a pas connu la Shoah, nous les gens d'originaire d'Algérie, mes parents étaient d'Algérie, moi je suis née à Paris. On n'a pas connu tout ça. Ici, on le palpe, et depuis le 7 octobre, mais on l'a dans les tripes. Et pour finir, ce que vous me demandiez, je dirais, n'oubliez pas ça. Vous resterez des Juifs de Neuilly, du 17e, et malheureusement plus de Sarcelles ou de Créteil parce que ils ont été obligés déjà de partir, mais vous resterez des Juifs avant tout, et ici en Israël, vous serez ces Juifs-là pour pouvoir vivre pleinement qui vous êtes et pourquoi vous êtes venus, enfin pourquoi vous vivez en quelque sorte, donner un autre sens à sa vie.